Bonsoir chers internautes, bienvenue sur la chaîne Géopolitique Profonde et dans mon émission Un soir avec Lara. J'ai le plaisir de reprendre mes entretiens avec Capitaine Pierre Place je vous invite donc à mettre un pouce, à partager cette vidéo, à rejoindre notre communauté de Géopolitique Profonde à travers la revue mensuelle. Donc voilà, et à suivre nos entretiens qui sont riches d'enseignements, riches de dates et qui donnent un petit peu de vision sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Cher capitaine Place, je rappelle que vous êtes un ancien officier du renseignement militaire français, qu'aujourd'hui vous êtes correspondant d'une chaîne canadienne basée en Montréal, chaîne alternative et francophone, et vous êtes à la programmation et à l'animation de l'émission géopolitique de Karl Brochu, Brochu Télévision. Et vous avez récemment effectué plusieurs reportages en Syrie, au Kosovo et dans le Donbass. Bonsoir, capitaine. Bonsoir Lara, et je salue également vos auditeurs, vos internautes qui font preuve d'intelligence et de maturité en venant sur une chaîne alternative, puisque on peut absolument pas faire confiance aux, aux chaînes des médias dominants. Voilà, donc je salue leur capacité de jugement, de discernement. Merci pour nos internautes. Sinon, on va reprendre là où on s'est arrêté à la dernière émission. Donc, nous étions en 1940 voilà, je vous laisse continuer. Donc, effectivement, le but était d'aborder le problème de la Syrie, la question syrienne, par le biais historique. C'est-à-dire, on peut difficilement comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas cherché dans le passé. C'est-à-dire que c'est le principe, c'est ce qu'on appelle, nous, la longue mémoire. Hein. On peut pas, si vous voulez, il y a des tendances lourdes dans l'histoire, et donc qui donnent une direction générale. Et donc, quand on se situe sur le présent, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. Hein, c'est évident, hein, parce que c'est Clairement. la direction qu'on a prise qui va pas s'infléchir rapidement. Et donc, en fonction de ces tendances lourdes, on peut d'ailleurs anticiper ce qui va se passer dans le futur si on a une bonne connaissance du passé. Alors, et puis voilà, en plus, il y a un enchaînement des faits qu'il faut expliquer. Alors, le but, donc, c'est, dans un premier temps, hein, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire essayer de comprendre à la lueur de, à la lumière de ce qui s'est passé jadis, hein, de comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui peut arriver dans le futur, d'anticiper, c'est-à-dire de faire un peu de la prospective. Et donc, ce qui est le plus difficile, bien sûr. Et donc, alors là, je vais faire une petite parenthèse tout de suite, parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas compris. C'est que enfin, parce qu'on leur a pas dit, hein, mais ils comprendront vite. Les anglo-saxons, qui se considèrent comme les maîtres du monde, et qui essayent en tout cas de nous imposer leur vision du monde, leur gouvernance mondiale, ils ont une unité de mesure temporelle en géopolitique qui est le siècle. Ils s'en Mhm. cachent pas, hein. Project for a New American Century, hein, projet pour un nouveau siècle américain. Quand vous avez quelqu'un comme George Friedman, je dois avoir son livre là quelque part, mais qui écrit un livre, c'est les 100 ans à venir. Voilà, c'est clair. Hein, ils ont donc, si vous voulez, ils planifient leur action sur une durée qui est le siècle en moyenne. C'est-à-dire que si, par exemple, en ce moment, il y a un brainstorming qui est en cours pour préparer, pour planifier l'action des anglo-saxons dans le futur, eh bien, vous pouvez être sûr qu'ils parlent de l'année 2020 2125. Ah oui. Ah oui, oui, c'est absolument certain. Et donc, je schématise bien sûr, hein, mais faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, et alors pourquoi peuvent-ils faire ça? C'est parce qu'ils ont un principe dynastique, c'est-à-dire que l'État profond anglo-américain, il est, ou anglo, voilà, Anglo-saxon. ou judéo-protestant anglo-saxon, white anglo-saxon, judéo-white anglo-saxon protestant, hein, WASP, c'est c'est le principe, c'est le siècle. C'est-à-dire qu'ils ont ils planifient à l'avance, et donc ils sont pas surpris,
puisque c'est eux qui ont planifié l'action. Vous voyez. Et ils peuvent faire ça parce qu'ils ont un principe dynastique, ce sont des banquiers, hein. Alors on a plus, nous, on a perdu nos dynasties. On avait des dynasties monarchiques, on les a perdues, elles ont disparu. Même quand elles sont encore comme en Angleterre ou en Espagne ou je ne sais pas en Belgique, ils n'ont plus aucune influence, plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que vous avez des pseudo-monarchies, ce sont des monarchies constitutionnelles où il y a un premier ministre qui est élu et qui fait la pluie et le beau temps. Mais enfin, il fait la pluie et le beau temps pendant un temps extrêmement limité. Les mandats sont de 4, 5. On avait un mandat de 7 ans, nous, pour la présidence de la République française. On pouvait le renouveler qu'une fois. Donc, on pouvait avoir pesé sur l'histoire du monde pendant 15 ans. C'est-à-dire que même les Allemands faisaient mieux que nous, puisque Madame Merkel est restée 20 ans au pouvoir. Et alors, on critiquait Vladimir Poutine parce qu'il était resté trop longtemps au pouvoir, mais je suis désolé. Quand on est affronté à des gens qui planifient leur action sur un siècle, si on est en poste pendant 5 ans ou même 15 ans, on ne peut pas tenir la distance, c'est évident. Donc ça, c'est très important à comprendre. Les gens que nous avons en face de nous planifient leur action sur 100 ans, et nous, on avait des décideurs qui essayaient de remonter le courant, hein, des gens comme le général de Gaulle, ou jusqu'à Mitterrand, on a eu des décideurs, peut-être un peu Chirac, je ne sais pas. Euh, mais voilà, Le maintenant c'est roi feignant, terminé. un décideur. Oui, voilà, oui, c'est ça, des rois fainéants, c'est un peu ce qu'on a eu. Et donc on avait des décideurs, on n'en a plus. Ensuite, on a eu des gestionnaires, on en a eu quelques-uns. Voilà, je pense qu'on pourrait ranger Chirac dans cette catégorie. Alors le décideur, lui, il a une barque, une voile, des rames, un gouvernail. Et puis bon, voilà, s'il va vers les chutes de Niagara, il peut réagir. Le gestionnaire, lui, il n'a plus grand-chose. Peut-être il a encore un gouvernail, peut-être qu'il peut essayer d'y arriver, mais ça devient plus difficile. Il essaye de gérer la crise. Il hérite d'une situation dont il n'est pas Vous l'auteur. placerez où Pompidou dans cette lignée? Pompidou, de toute façon, c'était un bébé Rothschild, hein. Ouais. Donc C'est un bébé gestionnaire Rothschild. ou, Donc, Pompidou, d'abord, il n'est pas resté assez longtemps, mais Giscard, Pompidou-Giscard, hein, c'est eux qui Mhm. ont créé la dette française, puisque c'est la loi du 3 janvier 1973, dans laquelle ils ont décidé que, ben voilà, on irait emprunter sur les marchés au lieu d'emprunter à la Banque de France. Mhm. Donc, c'est des gens normalement, on ne devrait pas avoir de dette. On devrait avoir zéro dette. Hein, on n'avait aucune raison d'avoir des dettes. Et eux, ils ont décidé, bah, comme ça se fait pour la Réserve fédérale, bon, d'aller emprunter. Il faudra parler de la Réserve fédérale parce que j'avais abordé rapidement le sujet la dernière fois. Vous savez, c'était la Réserve fédérale qui s'est attribuée, qui a mis le grappin sur l'attribut de souveraineté numéro un, qui est la création monétaire, le 23 décembre 1913, avec la complicité de Woodrow Wilson et du sénateur Aldrich, hein, au profit de JP Morgan, et enfin son fils en fait, parce que, mais bon, c'était JP Morgan qui était le maître d'œuvre à partir de 1910, une réunion, enfin fameuse, non, restée secrète très longtemps, la réunion de Jekyll Island, c'est une île au large de l'État de Géorgie, ultra secrète, qui a été révélée très tard par Eustache Mullins et par également Anthony Sutton dans un livre qui s'appelle The Federal Reserve Conspiration, le complot de la Réserve fédérale, et qu'il faut absolument avoir lu. C'est un petit livre de rien du tout, hein, mais qui révèle des choses fondamentales. Et là, donc, la gouvernance mondiale s'est instaurée puisque les banquiers ont pris le contrôle de la création monétaire aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États-Unis, c'est-à-dire que c'est un consortium de 5 banques privées, dont Mhm. la Chase Manhattan, la banque de JP Morgan, qui, je le rappelle, était l'héritier d'un pirate de la Jamaïque, hein. Alors, Henry Morgan, le plus cruel de tous les pirates de la Jamaïque, qui était le neveu du gouverneur de la Jamaïque, il est mort sans enfant, hein. Alors, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à faire le lien. Mais il a légué sa fortune à son neveu, qui s'appelait Charles Binlos, à condition que Charles Binlos porte son nom. Et donc la fortune du plus cruel de tous les pirates a finalement échu à John Pierpont Morgan par l'intermédiaire de Charles Binlos. Il y a une généalogie qu'on peut consulter, elle a été établie par Tim Darling. J'ai eu énormément de mal à remonter ce truc-là. Et j'ai fini par y arriver parce que je m'étais dit, tiens, Frobisher était déjà cofondateur de la Bourse de Londres, donc il doit y avoir, faut voir pourquoi, etc. Et parce que Morgan, vous voyez, je m'étais dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un lien. Et j'avais raison, c'était une intuition, mais j'avais raison. Et donc, voilà, donc on voit que la piraterie virtuelle qui permet de voler les richesses de la planète ne s'est pas mise en place par hasard.
Alors, j'insiste sur ce point. Et Donc, c'est plus, surtout, elle s'est régularisée, hein. voilà, c'est ça, oui, c'est officiel. Toutes les mafias ont toujours la plus grosse difficulté, c'est de se régulariser, de blanchir l'argent, etc. Donc là, c'est génial, c'est Tout à super. fait. Tout à fait. Enfin, c'est génial, pas pour nous. Oui, non, mais Et pas pour donc, nous. et donc, et donc, ce qui fait que précisément les anglo-saxons peuvent avoir une unité de mesure temporelle en géopolitique qui est le siècle, c'est Siècle. qu'ils ont un système dynastique financier. On n'a plus de dynastie monarchique, on n'a plus de dynasties industrielles. On a eu des dynasties industrielles qui n'étaient pas forcément, voilà, qui pouvaient avoir par certains aspects des aspects plus ou moins Bon, patriotes. on a Hein, quand même des Dassault, non? Il reste voilà, voilà, un peu, tout mais à bon. fait. Oui, mais c'est vrai, mais ils sont tributaires d'un système d'échange, hein, Et des où contrats d'État. voilà, mais surtout ils sont dépendants des gens qui contrôlent la monnaie. Puisque Hmm. quel que soit le contrat que vous allez mettre en place, les transactions vont se faire de manière. Alors, et ça, c'est en train de changer. Pourquoi c'est en train de changer? Parce que les BRICS ont mis en place un système alternatif au système SWIFT, avec des chambres de compensation. Mais ça, il faudra qu'on y revienne ultérieurement, parce que ça C'est un reste dans le sujet à part, sujet. oui. Hmm. Voilà, mais c'est plus, il faudra le traiter à part. Ah, mais je vous Donc, propose même de faire une série d'émissions justement sur le conflit qui est cette fois-ci plus proche en Europe, donc Ukraine-Russie, mhm. et les liens qui vont jusqu'à voilà, ces mafias. Et aussi, pourquoi pas, utiliser vos documents inédits vidéo sur Oui, un certain nombre oui, on va pas déflorer le de sujet, on en a scandales. parlé. Voilà. Donc, on invite nos auditeurs à rester Oui, fidèles à nos entretiens pour justement voir oui. quelques éléments complètement inédits et explosifs. Voilà, Et je vous laisse continuer, cher Pierre, pardon. voilà, on a des, on est renseigné, quoi. Disons qu'on Ouais, on c'est n'est pas ça. sur la touche et on a effectivement quelques informations que tout le monde ne peut pas trouver facilement. Et donc, alors, c'est important de comprendre ça parce que la déstabilisation de ce que les Anglais appellent le Moyen-Orient, ça s'est fait, c'est très ancien. C'est très Hmm. ancien et il faut comprendre comment ça s'est passé. J'ai parlé donc de la Crimée, Mhm. de la reprise de la Crimée par Catherine II. J'ai parlé de William Pitt qui s'était immédiatement inquiété, qui avait produit un, un rapport hein, qui s'appelle donc Russian Armament, Russian Naval Armament, donc l'armement naval russe, et qui, parce que les Anglais avaient recentré leur commerce sur la Méditerranée pour atteindre l'océan Indien et donc restaurer en fait la route de la soie, c'est-à-dire en fait la route des épices. Et Hmm. donc, je rappelle, il n'y avait pas de chaîne du froid, donc à cette époque-là, et donc les épices avaient un caractère, une fonction prophylactique vitale, Indispensable. Voilà. Hmm. indispensable, vitale. Alors, donc là maintenant, alors il y a un autre point qu'il faut clarifier tout de suite pour nos auditeurs. Quand on parle de Middle East, c'est une expression anglaise. Nous, Hmm. on parle de Proche-Orient, d'Asie centrale et d'Extrême-Orient. Mais Pourquoi? c'est vrai que, alors c'est vrai que c'est pas, en fait, les Anglais, comme d'habitude, sont plus cohérents que nous, en fait, puisque s'il y a un Extrême-Orient et un Proche-Orient, alors il y a un Moyen-Orient. Donc, on va garder le mode de pensée anglais puisque c'est celui-là, c'est ça qu'on essaye d'analyser. Voilà, j'ai fini pour le préambule. Alors, on était arrivé à Monsieur Jabotinsky. Jabotinsky, donc, qui a été le principal maître d'œuvre de l'instauration d'un État, une entité sioniste en Palestine, c'est-à-dire en Phénicie antique, dans la Rappelez-nous Phénicie antique. son lien avec Benjamin Netanyahou. Ben, c'est très simple. Le père de Benjamin Netanyahou était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky. Alors Jabotinsky, donc je rappelle, il est né à Odessa en 1880 et c'était l'époque où il y avait effectivement ce qu'on appelle des pogroms, mais qui ne sont pas spécifiques, effectivement, sont pas spécifiquement tournés vers les Israélites, mais où les Israélites ont été victimes, notamment après l'assassinat d'Alexandre II puisqu'ils avaient été dessinés les boucs émissaires, Ouais. ou les coupables, je ne sais plus pas, on ne peut pas être précis à ce sujet. Toujours est-il que c'était la manière de penser à l'époque, il ne faut pas faire d'anachronisme, c'était admis pour l'époque.
Et donc, ils ont mis en place des groupes d'autodéfense, ce qui a donné donc ensuite la Légion juive en 1915, où Jabotinsky a eu le grade de lieutenant, et ensuite la Haganah et les différents groupes tels que l'Irgun ou le groupe Stern. Or, tous ces éléments ont ensuite été versés dans, un petit peu comme on a remis Wagner Dans dans l'armée le russe. giron de l'armée russe. Ben, c'est un peu la même chose, c'était un peu des milices privées, c'était des milices privées qui ont fait tout un tas de choses, hein, des massacres notamment, hein, assez importants, hein, comme le massacre de Deir Yassin, hein, en Palestine, ou le massacre de Tantoura. Il y a eu en gros sur 70 ans 70 massacres, dont par exemple Un le par massacre an. de Sabra. Oui, la moyenne, c'est la moyenne. Alors, c'est pas forcément groupé, mais le massacre de Sabra et Shatila, hein, dont personne ne parle, mais pourtant, voilà, qui a été. Donc, si vous voulez, alors c'est parfaitement documenté, hein, il y a pas moyen d'y échapper, mais il y a une impunité, si vous voulez. Et l'impunité est criminogène, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas puni pour ce que vous avez fait, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Donc, alors, voilà, vous savez qu'il y a une plainte pour génocide, hein, qui a été. Et ça, c'est intéressant parce que Instruite. qui est instruite, voilà, actuellement, parce qu'on nous dit, ben non, tant qu'il reste un Palestinien, il n'y a pas génocide. C'est vrai, hein, pour qu'il y ait génocide, c'est le dernier des Mohicans. Comment il s'appelle? Uncas vient de mourir, le fils de Chingachgook. Chingachgook, je rappelle, hein, c'est un roman de... euh, allez, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est pas grave. Mm. Et donc, Chingachgook survit, mais il est le dernier des Mohicans, donc il n'aura pas de descendance puisqu'il n'a plus de femme et plus de fils. Voilà, Et donc le James génocide, Fenimore Cooper, voilà, l'auteur de James Fenimore Cooper, le dernier démon. le dernier des Mohicans. Mais Voilà. la définition du génocide, elle est absolument pas sur le fait qu'il faut pas qu'il y en ait un Oui, qui mais moi meurt. j'ai eu droit, moi, à ce genre de remarque. J'ai eu Ah droit à bon? ce genre de remarque. Tant qu'il reste un Palestinien, c'est pas un génocide. Alors qu'en réalité, le génocide, c'est le simple fait de tuer par appartenance ethnique plus d'une personne. Oui, Slepskins, les instituts, ils ont, enfin, le Haut Observatoire justement de génocide a cette je doctrine. sais, Donc, je sais, mais j'ai eu droit à ce genre de remarque. bah, Je c'est dis, complètement débile tant et qu'il reste, bah, vous donc savez, moi s'il je en le dis, bah, reste, s'il reste des juifs, c'est qu'il n'y a pas eu de génocide. Enfin, c'est bah, d'une par exemple, absurdité oui, bonne totale. remarque, bonne remarque, bonne remarque. Puis s'il reste des Indiens en Amérique du Nord, les Indiens n'ont pas été génocidés. Bon, Oui, bah s'il voilà, reste des Arméniens, c'est que les Arméniens n'ont pas. voilà, n'ont pas été génocidés. Voilà. Donc Donc tout c'est ça dans complètement la ligne. débile. Oui, C'est complètement débile. Alors on nous dit non, c'est des massacres. Ben oui, ben un génocide, c'est une succession de massacres. Hein, voilà. ouais. Donc je ferme cette parenthèse, mais c'est important parce que il faut comprendre que, par exemple, alors vous avez tout un tas d'actions qui ont été menées par ces groupes, hein, dont je viens de parler, la Haganah, l'Irgun, le groupe Stern, qui ont été des actions de type terroriste, clairement, Mhm. à l'époque où les Anglais ne voulaient pas voir euh, s'installer euh, un foyer, malgré la promesse qu'ils avaient fait au moment de la déclaration Balfour, ils ne voulaient pas voir s'installer un foyer juif, un foyer national juif en Palestine, puisqu'ils avaient misé sur le panarabisme, j'en ai déjà parlé. Et donc, il faut savoir qu'ensuite, tous ces groupes ont été versés dans l'IDF, c'est-à-dire Israeli Defense Forces, les forces de défense israéliennes, qui est donc en fait Tsahal, l'armée israélienne. Donc on voit bien que la, l'action de Jabotinsky a été essentielle, primordiale, hein, dans la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël n'aurait pas pu, ne s'est créé, en fait, par la force, hein, par l'éviction, ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Alors, c'est intéressant, parce que la Nakba, ça veut dire la catastrophe. Hein. Je rappelle que la Shoah, ça veut dire la catastrophe. Donc, ils ont chacun sa Le catastrophe. vocabulaire, oui. Voilà, bon, c'est l'un en arabe, l'autre en hébreu, mais voilà. Pour les Palestiniens, la catastrophe, c'est l'éviction, hein, et par la force et par le massacre. Regardez, hein, vous avez Iliane Papé, dont j'ai déjà parlé, qui a écrit un livre qui s'appelle justement, qui parle de Tantoura. Il y a eu un film qui est sorti, donc c'est Eddie, j'ai oublié son nom, ça y est, Eddie Katz, voilà, Eddie Katz, Katz, c'est un étudiant, hein, qui a, quand il était jeune universitaire, qui a fait une thèse, hein, sur le massacre de Tantoura.
parce qu'il avait découvert ça, et il a été complètement persécuté, hein. Il a été persécuté en Israël parce que il avait mis le doigt sur un truc qui était complètement tabou. Et finalement, ça a quand même fini par sortir. Euh, J'essayerai de vous retrouver ça dans mes archives. Et puis comme ça, on pourra montrer ça pour que les gens aillent voir ça. Et donc il y a, si vous voulez, l'État d'Israël s'est créé selon ce mode qui est ben, belliciste, hein, qui est guerrier, hein, qui n'est Et, pas, qui et- et n'est... rappelons en fait qui sont ces personnes. Enfin, vous considérez que ce sont des Khazars à la base. Donc, Alors oui, c'est pour ça ah, qu'effectivement, on peut considérer que... Alors pourquoi? Ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des Israéliens. Mes sources sont israéliennes. Hein. Ma position, parce qu'on a tendance à vous traiter d'antisémite dès que vous avez des propos qui ne sont pas dans la doxa. ah bah ça, Euh, c'est très rapide. C'est oui, très, c'est très un rapide. classique. Eh bien, je Nathan, réponds correct, tout de suite. d'abord, les Arabes sont des Sémites, hein, déjà. Et puis en plus, c'est un très mauvaise référence, puisque c'est une distinction qui est avant tout linguistique. Vous avez des langues sémitiques qui sont issues de l'araméen ancien, que c'est la langue des Phéniciens, et comme je l'ai dit déjà dans l'émission précédente, vous avez des racines communes entre l'arabe et l'hébreu. Par exemple, je l'ai dit, on dit Machallah. salam en arabe et shalom en hébreu. Et donc, c'est pas du tout. Alors, il faudrait parler on peut parler d'arabophobie ou de judéophobie. Mais si on fait ça, ben on va pouvoir qualifier un certain nombre de gens comme, par exemple, Ariel Sharon ou Netanyahou arabophobes. Hmm. Et donc, voilà, il y aurait donc deux poids, deux mesures. Il y a des phobies qui sont légales et puis d'autres qui ne le sont pas. La russophobie, par exemple, on le voit bien, hein, c'est quelque chose de très à la mode en ce moment. C'est légal et Euh, c'est même plébiscité par. oui, mais alors le problème, c'est que justement, c'est illégal, hein. Je rappelle que il y a des lois en France, les lois Guesso, hein, qui font qu'on ne peut pas justement faire de discrimination à l'égard d'un, d'une ethnie, d'une race, d'une religion, etc. Alors, aussi bien sur le plan ethnique que confessionnel, on ne peut pas, d'une appartenance nationale, faire de discrimination. On tombe sous le coup de la loi en France, normalement. Mais, manifestement, personne ne s'intéresse. Quand nous avons fondé avec Dimitri Koshko, ouais. Dimitri Kochko Stop Russophobie, notre C'est objectif en était de 2016. en 2016, le 9 juillet 2016, réunion fondatrice à Paris, nous avions pour objectif de traîner en justice les gens qui se rendaient coupables de judéophobie. Nous n'avons pas abandonné cet objectif. Nous, simplement, on n'a pas... Avez-vous instruit des dossiers Non, parce que, il faut de l'argent. Et alors, si les gens cotisaient, si on avait plus de cotisants, nous pourrions traîner devant les tribunaux des gens qui se rendent coupables et aller jusqu'au Conseil d'État. Alors évidemment, on ne se fait pas trop d'illusions, hein, parce qu'on a bien compris que il y a les gens qui traitent ça. Faites confiance à la justice de votre pays. Oui, oui, oui. La 17e chambre. Ben, mon grand-père était magistrat, hein. Mon grand-père maternel était magistrat. J'ai une sœur qui a été greffier. On a de côté de ma mère, on a pas mal. Donc je connais ces sujets, mais voilà, il y a eu une époque où les magistrats rentraient dans Avec leur la, indépendance et rentrer dans la magistrature comme on rentre en religion. C'est un mm, sacerdoce, c'est plus ouais, vraiment le cas. par vocation. Voilà, par vocation. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.